Il est 7h41 après 6 mois de grève des urgences en France. Agnès Buzyn a dévoilé hier les contours d'un plan en 12 points pour la refondation des urgences. La ministre de la Santé a promis de consacrer plus de 750 millions d'euros entre 2019 et 2022 pour désengorger les urgences, dont 249 services sont actuellement en grève. Une grande partie des fonds ira à la mise en place d'un service d'accès aux soins, on appelle ça le SAS, qui permettra notamment d'obtenir à toute heure un conseil médical de la part d'un professionnel de santé et de prendre rendez-vous avec un médecin généraliste dans les 24 heures. Agnès Buzyn ne prévoit en revanche pas d'ouverture de ligne ni de recrutement de personnel, alors qu'il s'agissait des principales revendications des grévistes. Ce plan de refonte des urgences va-t-il convaincre le personnel des urgences et mettre fin au mouvement de grève? Pour en parler, nous sommes en compagnie de Brigitte Dormont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure à l'université Paris-Dauphine. Ce plan, il comporte donc ce SAS, c'est un peu l'annonce phare. Les autres points, Brigitte Dormont, autres points qui vous paraissent importants dans les annonces de la ministre? Alors je crois que ce qu'il faut souligner dans ce plan, c'est que l'idée n'est pas d'augmenter les moyens des services d'urgence, mais de désengorger les urgences, c'est-à-dire faire en sorte que moins de personnes aillent directement aux urgences. Donc ça, c'est le point fondamental, l'esprit de ce qui est proposé. Donc ça, je ne sais pas si ça va apaiser la grève sur le terrain. Je crois qu'on peut en douter parce qu'en fait, on est dans une situation très critique où les personnels, médecins et autres personnels de santé sont vraiment excédés, harassés et travaillent dans des conditions qui leur semblent vides de sens. On a une situation très critique parce qu'il y a des démissions, des personnes qui changent de secteur. Et donc là, je crois qu'il faut prendre la mesure de ce qui se passe et peut-être mettre un peu plus de choses sur la table. Alors pour analyser ce qu'il y a effectivement, donc faire en sorte qu'il y ait moins de passages aux urgences qui pourraient être utilisés autrement. Par quels moyens? Effectivement, améliorer l'information. Donc là, le SAS, c'est service d'accès aux soins. C'est une sorte de 15 amélioré. Actuellement, si vous avez un souci de santé, vous pouvez appeler le 15 et on vous amène aux urgences ou non. On vous dit d'aller aux urgences ou non. Là, ça sera un peu plus précis. Il s'agira d'orienter le patient et d'améliorer son parcours dans le système de soins. C'est une bonne idée? Oui, tout à fait. Alors, c'est pas... Bon, moi, ma réaction, c'était de me dire, bon, je pense que c'était forcément dans les tuyaux. Et c'est un peu ça que je voulais souligner par rapport... Alors, l'autre alternative qui est prévue, c'est de mettre des maisons médicales de garde, 50 maisons médicales de garde qui seraient un centre de soins avec des généralistes juste à côté, à l'entrée de l'hôpital. Donc ça, c'est forcément une bonne idée. C'est pareil, c'est une idée qui est dans les tuyaux, qui est en cours de développement. L'idée générale de ce plan, Brigitte Dormont, sur ces points-là en tout cas, consiste à dire beaucoup de gens arrivent aux urgences parce qu'ils ne trouvent pas de consultation, de rendez-vous, et donc ils se dirigent vers ce lieu qui est du coup engorgé. On peut donc imaginer que cela va contribuer à le désengorger. Oui, l'idée maîtresse. Alors, je tiens à souligner que cette crise des urgences est peut-être moins aiguë ailleurs, mais tous les pays de l'OCDE, tous les pays développés ont le même problème de montée du nombre de passages aux urgences avec une proportion de passages qui aurait pu être traités ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on a de plus en plus de mal un peu partout dans le monde à trouver un rendez-vous avec un généraliste ou avec un médecin hors des heures d'ouverture. Enfin, en France, c'est très clairement ce qui se passe. En ce moment, en France, il y avait une obligation pour les médecins en ville de faire des gardes qui a été supprimée en 2002. Et il y a aussi, tout le monde, il y a une progression des références, de la conception de ce qu'est le bien-être. Et de fait, la permanence de soins n'est pas exécutée spontanément par les médecins. Je crois qu'il y a d'autres problèmes aussi. Il y a une difficulté pour les patients d'identifier le bon endroit où aller. Et l'idée des parcours de soins, le problème du bon parcours de soins, c'est pour ça que la ministre met ces mesures sur la table, c'est d'essayer d'améliorer l'efficience du système. Dans le fond, on pourrait se dire, tout le monde va aux urgences, c'est pas un problème, donnons des moyens aux urgences. Mais on pense que c'est trop coûteux et pas efficace, c'est-à-dire que ça coûte très cher pour pas grand-chose et qu'on peut améliorer l'efficience du système en faisant en sorte que les gens n'aillent pas directement aux urgences, sinon pas un problème grave. Alors on a une idée très claire de la situation actuelle.
grâce à une enquête qui a été faite par le ministère et qui est vraiment une mine d'informations et qui est qu'on a regardé ce qui se passait pendant 24 heures dans tous les services d'urgence de France avec, après chaque passage, un médecin qui donnait son avis sur est-ce que ce recours aux urgences était pertinent. Et on se rend compte qu'il y a à peine plus de la moitié des recours aux urgences qui étaient pertinents, mais qu'il y en a 30% qui sont des passages, qui sont des problèmes de santé qui auraient pu être traités par un médecin en ville. Donc la vraie question, et c'est là que les commentaires peuvent se discuter, y compris ceux que la ministre a fait à un moment donné, mais qu'elle ne fait pas continuellement, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est la faute du patient ou est-ce que c'est la faute du système ? Est-ce que le système est mal organisé ou est-ce que c'est les gens qui font n'importe quoi ? Donc, et votre point de vue là-dessus, puisque vous allez trouver un responsable peut-être à ces dysfonctionnements, Brigitte Dormont. Alors mon point de vue, c'est pas un point de vue. Je tiens à dire que je fais des recherches sur le sujet, et je travaille sur cette enquête, et donc on essaye de faire des analyses statistiques pour regarder cette question. Et donc parce que empiriquement, en tant que patient ou accompagnateur de patients, on a plutôt la sensation qu'il est effectivement difficile dans certaines conditions de trouver un rendez-vous avec un médecin et qu'on est par exemple conduit dans des situations qui ne sont pas nécessairement des situations d'urgence vitale à aller aux urgences, Brigitte Dormont. Voilà. Alors dans l'enquête, on demande aussi aux patients pourquoi ils viennent et il y en a 10% qui disent « je viens uniquement parce que j'ai cherché à avoir un médecin, je n'y suis pas arrivée ». Et 60% disent j'ai à la fois un problème médical et un problème d'accès. Après, quand on fait des analyses statistiques plus poussées, on constate que les gens qui n'ont pas de mutuelle, de complémentaire santé, ont plus tendance à avoir recours aux urgences pour des raisons non pertinentes. On voit aussi que ces recours... Non, pardon ? Les raisons budgétaires. Non pertinentes sur le plan de la santé, oui, excusez-moi. Je veux dire, l'idée de non pertinent, ça veut dire qu'il aurait pu aller ailleurs. Après... on constate aussi qu'il y a plus de recours, donc non pertinents, c'est le jargon, des recours qui auraient pu être traités ailleurs. Il y en a beaucoup plus pendant la nuit. Et on voit qu'il y en a beaucoup plus dans les zones où il y a peu de médecins généralistes. Donc on voit vraiment qu'il y a des choses à améliorer du côté du système de soins, de l'offre de soins. Et c'est ce que cherche à faire la ministre. Alors, si je pouvais continuer, allez-y. Donc, moi, ce qui me semble, c'est que la crise, c'est une question de timing. C'est-à-dire que les choses ont été bien identifiées. Et il y a un an, il y a eu un plan de réforme du système de santé présenté par Agnès Buzyn qui, justement, cherchait à améliorer les parcours et qui, dans cet esprit, donnait aucun moyen supplémentaire à l'hôpital, mais déployait beaucoup de moyens pour améliorer l'offre de soins en ville. Justement, je voulais votre avis sur les moyens, puisqu'on entend ce chiffre répété, 750 millions d'euros sur 3 ans. Alors, s'agit-il d'une somme nouvelle ou bien d'un redéploiement d'un budget préexistant ? Bref, qu'est-ce qu'il faut en penser de ce chiffre, Brigitte Dormont ? Alors, actuellement, il y a beaucoup d'effets d'annonce qui sont, comme vous le dites très bien, un redéploiement de sommes qui étaient déjà sur la table. Donc là, c'est le cas, c'est 600 millions, 750 millions d'euros. C'est l'idée de dire, cet argent qu'on voulait déployer d'une manière ou d'une autre, on va le déployer pour les urgences. Tout en disant, avec ça, on va améliorer le SAS, le service téléphonique, et puis on va faire des maisons médicales de garde. Bon, je demande à voir, je pense que c'est difficile à décrypter tout de suite. Mon sentiment, c'est que c'était ce qui était déjà prévu dans la réforme de l'année dernière. Petite question subsidiaire, Brigitte Dormont. Si vous pensez qu'il s'agit d'un redéploiement, ces 750 millions d'euros, on va les prendre à qui ? Parce qu'un redéploiement, ça veut dire qu'on déshabille quelqu'un. Qui va être déshabillé ? Alors, personne, en fait. Je pense que ce qui a été dit l'année dernière, c'est on va mettre de l'argent sur la table pour construire des communautés territoriales des professionnels de santé qui auront des moyens. Et c'est donc des sortes de maisons de garde, mais plus larges, avec la responsabilité de plusieurs milliers de patients pour chaque communauté. Et dans ces communautés, les médecins parties prenantes recevront des moyens en plus, mais auront en contrepartie l'obligation de faire une permanence des soins. Donc dire on va mettre des maisons médicales de garde, on va mettre 750 millions d'euros, moi je pense que c'est ça. Et finalement, ce qui est dit n'est pas très différent de ce qui était prévu. Donc c'est pour ça que je ne pense pas qu'on va déshabiller. Mais Bon, au final, toujours parmi les critiques adressées à ce plan, on dit
750 millions d'euros, c'est à ramener aux 60 milliards budget de la santé en France. C'est donc une augmentation infime de ce budget. Qu'en pensez-vous, Brigitte Dormont, de cette critique? Moi, je crois qu'il y a un point essentiel à comprendre, c'est qu'il y a une question de calendrier et le contexte dans lequel ces problèmes surgissent, c'est plusieurs années d'une austérité budgétaire énorme, enfin très sévère à l'égard de l'hôpital public, bien plus sévère que dans tous les autres pays. Donc très peu de moyens ont été donnés à l'hôpital. L'hôpital a été serré. Donc il y a des statistiques qui montrent, qui sont absolument incontestables, qui montrent que la France, certes, dépense plus pour sa santé que d'autres pays, mais dépense beaucoup moins pour l'hôpital public que la moyenne des pays européens, que tous les pays nordiques. Et oui, c'est ça que j'allais vous dire. Ça, vous dites, pardonnez-moi, je vous interromps juste un instant. Vous dites qu'il y a une période d'austérité, mais dans le même temps, on voit qu'on est quasiment à 12 points du produit intérieur brut en dépenses de santé. Alors ça dépend comment on compte, mais en tout cas, on est à des niveaux assez élevés. Et fut un temps où on était à 9% du produit intérieur brut. Et on montrait du doigt, par exemple, les Américains qui étaient à 16%. Aujourd'hui, on est à 12%, donc les dépenses de santé, elles sont importantes. Comment cela se fait-il que le système de soins il soit aujourd'hui aussi pauvre, alors que finalement, on dépense beaucoup d'argent? Je parle de la collectivité nationale. Alors, cette question est importante. Effectivement, la question de l'efficience, il faut la prendre au sérieux, c'est-à-dire délivrer des soins de bonne qualité en étant économe de moyens. Ceci dit, la France, justement, c'est ça qui a été analysé par une note de France stratégique, un organisme de réflexion proche du Premier ministre, qui a montré qu'effectivement, les dépenses de santé en France étaient plus importantes qu'ailleurs, les dépenses publiques de santé, mais que si on sépare la médecine de ville et l'hôpital, la France dépense beaucoup plus que tous les autres pays en matière de médecine de ville. Mais moins que presque la totalité des autres pays, moins que la moyenne européenne, en tout cas en ce qui concerne l'hôpital public. Donc c'est ça que je voudrais expliquer, c'est qu'on est dans un contexte de serrage des budgets particulier, mais que mécaniquement, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est très facile de serrer l'hôpital public, puisque c'est un budget public, on peut restreindre le budget, il n'y a pas de mécanisme qui va contrer cela. En ville, en revanche, d'où viennent les dépenses? Elles viennent du fait que les gens vont voir un médecin et ça fait une consultation. Donc il n'y a pas de maîtrise possible des dépenses. Depuis des années, à la Commission des comptes de la santé, on observe que ce qui fait croître les dépenses de santé le plus vite, c'est les dépenses de ville. Et c'est pour ça que le plan était dirigé vers les dépenses de ville pour améliorer l'efficience. Est-ce que vous êtes en train de me dire, Brigitte Dormont, que le gouvernement, ou peut-être les gouvernements, parce que celui-ci n'est pas le seul, est trop dur avec l'hôpital et trop doux avec les médecins? Alors, je ne vais pas parler de trop doux avec les médecins, parce que je ne pense pas que ce soit les médecins qui soient en cause, mais c'est l'organisation de la médecine de ville qui est en cause. Et le trop doux, en fait, c'est un peu paradoxal, parce qu'on voit que le dernier plan de l'année dernière mettait de l'argent sur la table pour la médecine de ville. Mais effectivement, le trop doux, c'est que la médecine libérale en France, la médecine de ville, n'est pas assez coordonnée. N'est pas assez coordonnée avec justement ce devoir de permanence de soins, ce devoir d'être en interaction avec les hôpitaux. Pas assez coordonnée. Est-ce que vous voudriez dire, par exemple, qu'il faudrait aller vers un système où les médecins de ville seraient un peu des salariés du système de santé, Brigitte Dormont? Non, pas forcément. Je pense que ça, j'ai toujours défendu ce point de vue. Je pense que les médecins sont très hétérogènes, ils ont des désirs très variés, et donc il y en a qui tiennent absolument à l'exercice libéral de la médecine, et d'autres qui, au contraire, voudraient être salariés, ou d'autres encore avec d'autres statuts. Et je crois que le système français est assez agile pour permettre une variété de sujets. Dans le plan de l'année dernière, il y avait quelques postes de médecins salariés qui étaient prévus, et différents médecins sont très partants pour ce genre de choses. Y en a-t-il assez des médecins salariés selon vous? J'en sais rien. En fait, je n'en sais rien. J'ai pas de doctrine là-dessus. Je crois que ce qui est important, et c'était la bonne idée des communautés professionnelles territoriales de santé, c'est de laisser un peu d'initiative sur le terrain pour produire différentes organisations. Mais pour revenir sur l'hôpital, il faut savoir que ces 4 dernières années, le bouclage du budget prévu s'est fait avec un dépassement de l'enveloppe prévue pour la ville, et donc un déficit prévu qui a été épongé parce que l'hôpital a dépensé moins que ce qui lui avait été alloué. Donc pour dire à quel point, 2 choses, on n'arrive pas à maîtriser le budget de la médecine de ville et donc on fait payer l'hôpital avec ça.
est-il possible de localiser les urgences budgétaires à l'hôpital ? Y a-t-il des secteurs qui ont particulièrement pâti de cette austérité budgétaire que vous souligniez tout à l'heure, Brigitte Dormont ? Là, je dois dire que je n'ai pas la réponse. Les choses sont très hétérogènes. C'est difficile. Je crois que un autre aspect, donc qui est trop long à développer ici, c'est que la gestion de la santé, du système de santé, est trop bureaucratique et trop centralisée. Un des problèmes des urgences aussi, c'est qu'en fait, il faudrait donner plus de moyens pour une maison, pour quelque chose en médecine de ville, et moins à l'hôpital parce qu'il aurait moins d'urgence. Mais faire ça de manière centralisée, c'est impossible. Et donc, pour l'instant, on a un système administratif de budget en silo qui fait qu'il y a une administration qui s'occupe de l'hôpital, le ministère, la Direction générale de la santé, qui ne communique pas avec l'autre administration, entre guillemets, qui est la sécurité sociale, qui gère via les conventions les relations avec les médecins. Tant qu'il n'y aura pas, alors je plaide ça depuis très longtemps, et c'est en discussion, mais on voit bien qu'il y a des verrous infranchissables, il est très important qu'il y ait une unité régionale ou départementale, une unité localisée qui ait en main tous les budgets de la ville et de l'hôpital pour justement avoir plus de souplesse. Cette crise, elle est une crise d'austérité qui est liée à une gestion trop bureaucratique, trop centralisée, avec un effet de calendrier, parce qu'il y a un an, on a annoncé des réformes qui allaient dans la bonne direction, tout en ne donnant aucune souplesse budgétaire aux hôpitaux. Donc la crise a avancé plus loin. Et là, les propositions qui sont données ne donnent aucun moyen supplémentaire directement. Donc effectivement, je suis assez pessimiste sur le déblocage de la crise. Et le fait d'aller vers de grands hôpitaux, avec des hôpitaux de proximité qui sont ou bien fermés, ou bien qui se plaignent d'avoir de moins en moins de moyens, du coup de ne pas pouvoir apporter des soins dans de bonnes conditions, et certains hôpitaux de proximité soupçonnent même que cette paupérisation, elle va accélérer leur fermeture, parce qu'on va dire à un moment, vous voyez bien que vous n'êtes pas capable d'apporter une offre de soins à la hauteur. Est-ce qu'elle ne va pas justement dans le sens du mouvement que vous décrivez, Brigitte Dormont ? Pas forcément. Moi, je pense qu'il faut accepter les restructurations du système de soins. C'est très difficile d'analyser, je connais bien le secteur, mais je sais chaque fois qu'il est question de fermer un service ou un hôpital ou de le reconvertir, tous les acteurs de cet hôpital hurlent à la mort en disant c'est affreux, on nous déshabille. Les patients aussi parfois hurlent à la mort. Et mobilisent les patients en disant c'est affreux, vous ne serez pas bien soignés. Je crois que ce qui est très important, c'est effectivement un accès aux soins de proximité. Que ça passe par l'hôpital ou par une maison médicale ou par un hôpital de proximité, là ça dépend vraiment de la situation au niveau local. Mais dire que forcément une fermeture d'hôpital n'est pas bon pour l'accès aux soins, c'est pas forcément vrai. Brigitte Dormont, vous êtes professeure d'économie à l'université de Paris-Dauphine. On se retrouve dans quelques instants pour évoquer l'hôpital, le plan hôpital, et puis on va parler avec un médecin, Hélène Rossineau, de la situation des aidants, autrement dit de ces personnes qui aident des patients parfois en maladie chronique, des personnes handicapées. Elles jouent aujourd'hui un rôle absolument central dans l'économie de la santé et dans l'existence de ces malades, et elles ne sont pas reconnues. Là aussi, est-ce qu'il n'y a pas des mesures à prendre en leur faveur ? Il est 8h sur France Culture. Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. Et l'on reparle du plan hôpital, 750 millions d'euros qui vont être distribués d'ici à 2022 pour tenter de remédier à cette crise des urgences, des professionnels de la santé qui semblent sceptiques par rapport à ces annonces. Nous sommes en compagnie de Brigitte Dormont, professeure d'économie à l'université de Paris-Dauphine, et nous accueillons un médecin, Hélène Rossineau. Bonjour, vous êtes médecin spécialiste en santé publique, auteur d'un ouvrage qui permet d'y voir un peu plus clair parmi des individus qui ont un rôle clé dans le système de santé français, qui pourtant sont des bénévoles. On les appelle des aidants. Vous allez nous dire qu'ils sont aidants, ces invisibles. C'est le livre que vous publiez aux éditions de l'Observatoire. Et pour être parfaitement complet, je dois dire également que vous avez été candidate dans la 6e circonscription de Meurthe-et-Moselle en 2017 avec le soutien d'Édouard Philippe. Mais tout d'abord, votre point de vue de médecin, docteur Hélène Rossineau, sur ce plan qui a été annoncé par la ministre. Eh bien, j'aimerais rebondir sur les propos de Madame Dormont et sur la coordination ville-hôpital, qui est effectivement quelque chose qui pour moi est crucial et qu'on maîtrise encore très mal dans notre pays.
J'ai entendu tous vos arguments, madame. J'aimerais rajouter qu'il y a pour moi aussi une problématique du retour des patients vers l'hôpital, des patients qui sont sortis après une maladie et qui reviennent à l'hôpital parce qu'ils ont besoin de se faire soigner à nouveau et qui n'ont pas d'autres portes d'entrée pour l'hôpital que les services des urgences. C'est pour moi quelque chose qu'il faut absolument améliorer. Il y a aussi, à mon avis, un problème de lit d'aval. C'est-à-dire les lits de sortie, justement, des urgences derrière. On a un engorgement des urgences aussi parce qu'on ne sait pas vers où renvoyer les patients. Est-ce qu'on peut renvoyer les patients pour se faire soigner dans notre propre hôpital? Est-ce qu'on a de la place? Est-ce qu'on doit les envoyer vers une autre structure de soins? Souvent, les médecins passent une bonne partie de leur nuit, non pas seulement à prendre soin de leurs patients, mais à appeler différents services, à appeler différents hôpitaux selon les endroits pour essayer de trouver une place à leurs patients. C'est quelque chose qui nous fait perdre un temps phénoménal et qui pourrait être réglé plus facilement si tous les hôpitaux travaillaient avec des gestionnaires de lits. Ce n'est pas pour moi la place des médecins et des professionnels de santé de faire la gestion des lits en direct pour les patients. Brigitte Dormont, une réaction par rapport à cette remarque du docteur Rossineau. Oui, c'est tout à fait vrai. Il y a le problème des urgences, c'est des problèmes en amont, dont on a parlé tout à l'heure, et en aval. Et alors pour l'aval, effectivement, il y a un effet de la rigueur budgétaire dont j'ai parlé tout à l'heure et aussi de la réforme de la tarification hospitalière avec la T2A qui a incité de manière assez... T2A, c'est une... Ah oui, tarification à l'activité, pardon. Donc c'est un nouveau système de tarification qui a été mis en place en 2004 pour les hôpitaux publics et privés, et qui fait une incitation assez radicale à raccourcir la durée des séjours et à supprimer le nombre de lits. Donc c'est un mouvement général aussi au niveau international, la baisse du nombre de lits, la baisse de la durée des séjours. Mais le fait qu'il y ait très peu de lits d'aval, effectivement, c'est un constat. Beaucoup d'énergie est dépensée dans les services d'urgence à trouver un lit d'aval et ça n'est pas le travail des professionnels de santé. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc c'est aussi un effet c'est un effet collatéral des réformes qui ont été pratiquées sur l'hôpital. Et puis, il y a aussi un autre élément dans le système de santé français, docteur Rossineau. Ce sont ces 11 millions de bénévoles qui sont... chaque jour aux prises avec un parent, avec un proche malade dont ils accompagnent le quotidien. Ils ne sont évidemment pas rémunérés. Ce sont des gens qu'on appelle des aidants. Aidants, c'est invisible, c'est l'ouvrage que vous publiez aux éditions de l'Observatoire. Dites-nous qui ils sont, ces aidants, docteur Rossineau. Mais c'est une très bonne question parce qu'il n'y a pas de profil type de l'aidant. Nous pouvons tous être aidants. D'ailleurs, je le dis dans mon livre, nous avons tous été, nous sommes tous ou nous serons tous aidants ou aidés à un moment de notre vie. Avec les problématiques de vieillissement, de développement des maladies chroniques, nous serons tous à un moment une personne qui accompagnera un de ses proches au quotidien, que ce soit une personne vieillissante, un parent par exemple, que ce soit un conjoint avec une maladie chronique, que ce soit un enfant avec une maladie ou avec un handicap. Ce sont des proches qui sont là chaque jour avec les personnes qu'ils aiment, qui les accompagnent à l'hôpital, qui les accompagnent chez eux, qui parfois prennent part aux soins. Bref, ce sont des gens qui, par amour, sont aux côtés de leurs proches. Et il y a évidemment un grand nombre d'aidants qui sont là, comme vous dites, par amour. Il y a aussi chez ces aidants une surcharge de soins à faire, tout simplement parce que le système hospitalier français est tel, il est paupérisé, disait Brigitte Dormont tout à l'heure, qu'il va chercher à remettre au dehors de l'hôpital des patients de plus en plus vite. Du coup, ces gens qui ne peuvent pas être considérés comme guéris ou qui sont aux prises avec des maladies chroniques ou qui sont victimes d'un handicap, eh bien, ils vont se retrouver chez eux avec un aidant qui va devoir assurer l'essentiel de leurs soins, docteur Rossineau. Tout à fait. On voit aujourd'hui le développement des soins ambulatoires, le développement des soins en hospitalisation à domicile. Pour l'hospitalisation à domicile, par exemple, un des prérequis est la présence d'un aidant. Et quand on sort en ambulatoire, on le sait tous, pour tous ceux qui sont passés par là, on nous demande que quelqu'un vienne nous chercher et soit présent avec nous pendant 24 heures. On ne se demande pas qui est cette personne, mais cette personne est un aidant. La question n'est même plus de est-ce qu'on fait sortir les patients plus vite, mais surtout est-ce qu'on s'intéresse à qui sont ces aidants. L'hospitalisation à domicile est pour moi une avancée. Nous sommes un des seuls pays dans le monde
qui bénéficient à l'heure actuelle d'hospitalisation à domicile et les patients, selon toutes les études, sont heureux d'être en hospitalisation à domicile. Mais quand je vois, moi, lors de mes recherches, une femme dont le mari était en hospitalisation à domicile, j'en parle dans mon livre, qui va le voir très régulièrement tous les jours à l'hôpital et qui, pendant sa pause déjeuner, et qui, un jour, quand elle arrive, voit une infirmière qui lui donne un dossier de papier et qui lui dit « c'est pour le retour cet après-midi en hospitalisation à domicile », avec une femme qui tombe des nues complètement, que personne n'avait même pensé à informer de la sortie de son conjoint. Je me dis que la problématique n'est même plus la sortie du patient, effectivement extrêmement rapide, mais le manque de considération, le fait même que les professionnels de santé n'anticipent pas et n'imaginent pas le domicile et les proches qui vont devoir faire face à la situation. Oui, il y a des histoires absolument déchirantes dans votre livre et dans Ces Invisibles, docteur Rossineau. Vous racontez par exemple l'histoire d'une jeune femme, elle a 20 ans, on lui annonce que sa mère a un cancer et elle va devoir prendre en charge l'hospitalisation de sa mère, prendre en charge aussi sa fin de vie, puisqu'à un moment on va, et je vais mettre tous les guillemets qui s'imposent, mais on va lui rendre sa mère en lui disant bah voilà, on peut plus rien faire et donc débrouillez-vous avec ça. Et elle vous raconte, docteur Rossineau, qu'elle est bien entendu désemparée, c'est une jeune fille, elle ne connaît rien au système de santé et à la maladie. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Eh bien, elle va prendre en charge sa petite sœur. Puisque la petite sœur, en fait, cette jeune femme était partie faire ses études à Paris. Et la petite sœur vivait toujours avec cette maman qui avait donc un cancer malheureusement très grave et assez agressif. Et elle va prendre en charge sa petite sœur qui subit de plein fouet le quotidien avec une maman malade. La petite sœur va venir à Paris avec elle. Elle va devoir gérer toutes les problématiques quotidiennes, une inscription dans un lycée, quelque chose qui peut paraître basique pour nous qui l'entendons, mais quand vous arrivez à 18 ans dans un lycée et que vous êtes chargé d'inscrire votre petite sœur, en particulier à Paris, puisque de jeunes femmes sont venues à Paris, eh bien immédiatement, elle a eu le droit à des réflexions. Oh, vous venez là parce que l'établissement est bien meilleur que chez vous à la base, ou ce n'est pas vous qui pouvez inscrire votre petite sœur, vous n'avez pas l'autorité parentale, etc. Ce sont des choses toutes bêtes, mais qui remettaient toujours en question l'autorité de cette jeune femme et ce qu'elle essayait de faire. Elle essayait de se débrouiller comme elle pouvait. Il faut se mettre à sa place. C'était une gamine à 18 ans dont la mère était gravement malade et qui faisait ce qu'elle pouvait pour survivre au quotidien tout en espérant que malheureusement la situation ne s'aggrave pas trop. Et oui, parce que parmi les aidants, alors il y a des quinquagénaires, des sexagénaires qui vont par exemple prendre soin de leurs parents. Il y a aussi des enfants qui prennent soin de leurs parents. Quand je dis enfants, ce sont des enfants jeunes, parfois très jeunes, docteur Rossineau. Tout à fait, tout à fait. On voit vraiment de tout. Il n'y a pas de profil type de l'aidant. On voit des enfants de 7-8 ans qui vont aller à la pharmacie chercher les médicaments, qui vont donner le bain aux petits frères, aux petites sœurs encore plus jeunes, qui vont aller dans les laboratoires chercher les résultats sanguins, par exemple, des parents. Mais on voit aussi des parents de 95, 90 ans qui prennent soin d'un enfant avec un cancer d'une cinquantaine d'années. On voit des personnes d'une cinquantaine d'années prendre soin d'un conjoint. On voit des parents prendre soin d'enfants avec un polyhandicap, par exemple, ou un autisme. Il y a vraiment toutes les situations. Il n'y a pas de portrait type de l'aidant. On peut vraiment tous être aidants. À ceci près que le portrait type, parmi ces 11 millions de Français, on se dit que leur labeur quotidien, puisque c'est un travail, même s'il s'agit d'un travail non rémunéré, même si ce travail il est choisi par amour bien souvent, docteur Rossineau, il pourrait être moindre ou en tout cas moins pénible si il y avait des dispositifs particuliers prévus à cet effet. Tout à fait, tout à fait. Et là, vous ouvrez la boîte de Pandore parce qu'il y a énormément à faire pour les aidants et qu'aujourd'hui, quasiment rien n'est fait. Madame Dormand l'a dit tout à l'heure, encore une fois, sur le manque de coordination via l'hôpital. J'aime beaucoup m'appuyer, moi, sur le modèle de Turin et de la région du Piémont qui a mis en place des cellules de coordination dans ces hôpitaux. C'est-à-dire que les retours à domicile sont anticipés plusieurs jours à l'avance et ce ne sont pas les professionnels de santé, les équipes soignantes qui les gèrent, mais en fonction des besoins de la famille et des besoins du patient, médicaux et sociaux, et j'insiste là-dessus, parce qu'en France, nous sommes très bons sur le médical, mais nous avons des vrais problèmes sur l'organisation du lien médico-social, eh bien, les dossiers sont confiés à ces cellules de coordination qui vont se charger de tout le parcours du patient sur le territoire à la place de l'aidant. L'aidant ne va pas se retrouver du jour au lendemain avec une liste de choses à faire et sans savoir à qui s'adresser. L'aidant va avoir des outils de coordination déjà réalisés
est donné par l'hôpital, clé en main. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est quelque chose sur lequel nous pouvons tout à fait agir assez facilement. Et oui, Brigitte Dormont, parce que l'aidant, il est notamment là parce que le système de santé, il fait que lorsqu'on a un parent malade, lorsqu'on a une personne handicapée ou en maladie chronique, parce que on nous explique que l'avenir, c'est la maladie chronique, eh bien, on est conduit à aller aux urgences, parfois pour quelque chose qui n'est pas grave, parfois pour quelque chose qui l'est, mais du coup, cela contribue à l'engorgement des urgences, Brigitte Dormont. Oui, alors je ne suis pas sûre que l'engorgement des urgences soit lié aux personnes qui ont une maladie chronique, parce que souvent ce sont des gens qui ont une certaine expertise sur leur maladie, sauf effectivement des problèmes de pénurie médicamenteuse qui peuvent affecter des diabétiques. Il peut y avoir des situations d'urgence, mais je trouve très intéressante l'ouverture que fait Madame Rossineau sur la question des aidants, parce que c'est une question qui est très connue, qui est très débattue concernant les parents d'un enfant handicapé ou les personnes âgées dépendantes. Donc là, hier encore, l'INSEE a produit des statistiques prévoyant le nombre de personnes âgées dépendantes et qui relèvent un peu à ce sujet. On prévoyait, selon certains chiffres qui datent de quelques années, 2,4 millions en 2060 et là, c'est passé à 4 millions en 2050. Donc, il y a l'idée de personnes en état de dépendance. Alors bon, c'est moins précis que l'autre étude que je mentionnais qui décrit bien les besoins. Donc, les personnes âgées dépendantes, c'est un sujet qui est quand même assez connu, mais qui n'a pas encore été bien traité. À savoir que le choix qui est fait, c'est le maintien à domicile. Et le maintien à domicile repose sur l'aide des proches. Et qui sont, alors là, il y a quand même des études assez précises qui ont été faites, c'est à 75 € pour les 3/4 des femmes. Donc des femmes qui... Les 3/4 des femmes à partir de 75 ans. Non, pas les 3/4 des femmes. Les 3/4 des aidants de personnes âgées, ce sont les filles. Et ce ne sont pas les garçons. Donc, ce sont les filles des parents dépendants. Et aussi, les 3/4 des personnes âgées dépendantes, ce sont des femmes. Donc, c'est une histoire mère-fille. Et ce qu'on sait, c'est que ça crée des troubles très importants pour la personne qui aide. C'est-à-dire qu'elle est accaparée. Déjà, il y a des cas de dépression tout à fait avérés quand le parent est affecté d'une maladie d'Alzheimer. Donc, il y a une pathologie de l'aidant. Et ces femmes aussi doivent réduire leur durée du travail, ça a été documenté. Et donc, dans le contexte de réforme des retraites, on sait que leur retraite va être saccagée à cause de ces aides. Donc là, il y a vraiment une question qui commence quand même à être discutée. D'autant plus qu'à l'avenir, les choses vont être plus complexes. Tout le monde prévoit qu'il y aura beaucoup moins d'aidants parce que les gens ont fait des enfants plus jeunes. Et du coup, les futurs aidants partiront à la retraite beaucoup plus tard et seront beaucoup moins disponibles pour aider leurs parents. Donc là, il y a un sujet aidant pour les personnes âgées dépendantes. Donc ce qui est nouveau dans ce que vous dites et que je trouve très intéressant, c'est de dire l'évolution de l'hôpital. Donc ça, c'est un autre sujet, c'est les soins aigus. L'évolution de l'hôpital fait qu'on se repose de plus en plus sur l'hospitalisation à domicile. Et donc, il y a une nouvelle génération d'aidants qui vont assumer des tâches qui auparavant étaient prises en charge au sein de l'hôpital. Oui, c'est une véritable tragédie humaine lorsqu'on a par exemple un parent qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. Il est impossible dans certains cas de le laisser aller dans une institution spécialisée. On ne s'y résout pas. Et pour autant, le fait de vivre avec lui est quelque chose d'extrêmement exigeant qui requiert beaucoup de fatigue avec ce qu'on appelle maintenant des troubles des aidants qui sont répertoriés, que vous évoquez, docteur Rossineau, dans votre livre et dans Ces Invisibles. Tout à fait. Les aidants, les problèmes de santé des aidants vont plus loin que les troubles dépressifs. On a bien entendu des troubles anxieux, des troubles du sommeil, mais aussi des troubles physiques qu'on oublie souvent, les troubles musculo-squelettiques, les problèmes de mal de dos. Comme par exemple, vous essayez de soulever un de vos proches. Vous vous penchez en avant, le poids d'un corps est extrêmement important. Souvent, vous vous faites mal au dos, quasiment du premier coup. Et ça peut même être dangereux pour le patient. Moi, je me rappellerai quasiment toujours de cette vieille dame de 85 ans qui m'a raconté avec difficulté son histoire. Son mari de 90 ans était justement de retour à domicile et un matin a eu envie de se lever pour aller à la salle de bain. L'aide-soignante n'était pas encore arrivée, ça devenait pressant. Et cette personne âgée a essayé d'aider son mari à se lever, a essayé de le soulever. Et le mari a fait une chute.
pendant qu'elle essayait de le soulever. Et malheureusement, il est décédé 2 semaines plus tard des complications de cette chute. C'est quelque chose d'épouvantable pour cette femme qui, des années après encore, a le poids de la culpabilité complètement chevillé au corps. Mais on ne se rend pas compte de ce que c'est de vivre avec quelqu'un de malade, mais vous l'avez dit, Brigitte Dormont, et je tiens à revenir là-dessus, il y a énormément de données sur les personnes porteuses de handicap, et sur le vieillissement, mais il y a très peu de données sur le reste des aidants et de la population. D'ailleurs, quand on parle de statut de l'aidant, aujourd'hui, on se concentre... Ça existe aujourd'hui en France ? Pas vraiment, ça existe pour la partie du handicap, ça existe pour le vieillissement. Il y a un statut de personne aidante pour les patients vieillissants et un statut de personne aidante pour les patients handicapés, mais au milieu, c'est complètement flou, il n'y a rien. C'est pour ça que dans mon livre, j'insiste sur l'importance d'une reconnaissance plus large, et le mot est très à la mode, d'un statut inclusif. Que font les autres pays, docteur Rossineau ? Alors, il y a énormément de pays, énormément de solutions. J'ai eu tendance à diviser les pays en deux, c'est-à-dire les pays qui ont avancé sur le côté législatif et les pays qui ont avancé sur le terrain, et peut-être un peu moins sur le côté législatif. Certains pays qui ont avancé sur le côté législatif, comme l'Irlande, l'Australie ou l'Angleterre, ont mis en place un congé proche aidant indemnisé et le maintien de droit à la retraite, par exemple, pendant ce congé proche aidant. D'autres pays qui sont plus avancés sur le côté territorial, comme Taïwan, ont mis en place des centres de ressources pour aidants, qui sont, je trouve, une initiative particulièrement intéressante. Ce sont des centres au sein desquels les aidants seront immédiatement redirigés et auront une évaluation médico-sociale dès leur arrivée qui permettra de définir un plan personnalisé de prise en charge de l'aidant, aux côtés du plan de prise en charge du patient. On y formera l'aidant aux gestes de la vie quotidienne. Et il est d'ailleurs possible d'envoyer un formateur au domicile du patient et de l'aidant quand ils vivent ensemble, parce qu'il est très différent, encore une fois, de soulever un patient qui est dans un lit médicalisé, donc à bonne hauteur, et de soulever un patient qui est dans un lit quasiment au sol. Donc ils peuvent envoyer des formateurs à domicile. Ils insisteront beaucoup sur la prévention et la promotion de la santé, qui sont des termes aujourd'hui, tout le monde dit on fait de la prévention, on investit dans la prévention. Pour moi, c'est encore faux. En tout cas, c'est encore assez utopique. C'est une des vraies problématiques chez nous de santé. On a un système extrêmement curatif, tourné vers le soin du patient. Il n'est pas tourné vers le fait d'empêcher les personnes de tomber malades. Et c'est la même chose pour les aidants. On attend que nos aidants tombent malades, on attend qu'ils n'en puissent plus, au lieu de prendre le problème à l'envers et d'essayer qu'ils n'en arrivent pas à cette situation. Brigitte Dormont, votre point de vue à ce sujet, ça aussi, ça serait une manière de faire des économies s'il y avait un système de santé préventif. Oui, tout à fait. Donc la prévention... On dit souvent ça va permettre de faire des économies. Clairement, c'est pas vraiment ce qui se passe. On ne pense pas que la prévention va faire des économies, sauf à très long terme, en faisant en sorte que les gens tombent moins malades. Mais l'essentiel de l'effet de la prévention, c'est d'améliorer la qualité de la vie et la santé. C'est-à-dire que pour la même dépense, les gens vont être moins malades. Le fait d'observer des baisses de dépenses associées à la prévention, c'est dans tous les programmes politiques de toutes les présidentielles, y compris aux États-Unis. C'est toujours on va faire de la prévention et ça va permettre de limiter les dépenses de santé. Pourquoi on n'en fait pas, alors ? Une des raisons pour lesquelles, alors là je bifurque, une des raisons pour lesquelles je crois que donc l'intérêt de la prévention, c'est surtout d'avoir des gains en santé meilleurs que si on faisait pas de prévention. Donc ça c'est très clair. L'arrêt du tabac, il n'y a aucune hésitation là-dessus. On fait des gains de longévité et de qualité de vie. Les préventions de l'obésité aussi. Alors pourquoi on fait peu de prévention ? La France a une assez mauvaise culture de santé publique, elle est en train de se rattraper, mais il y a vraiment, les Anglais sont excellents là-dessus, il y a vraiment des choses à faire en termes de communication auprès des populations et de communication auprès de tous les segments de la population, y compris les personnes défavorisées. Et puis, l'organisation, pour le coup, de la médecine de ville n'encourage pas à la prévention. Le paiement à l'acte, notamment, qui est très dominant dans notre médecine de ville, n'incite pas le médecin à prendre du temps pour expliquer à son patient ce qu'il doit faire. Donc ça, c'est aussi dans les projets de la ministre, dans le projet de l'année dernière, c'est d'améliorer la prévention. On va poser la question au docteur Rossineau. Pour moi, la prévention, effectivement, je suis d'accord avec vous, Madame Dormont, nous n'avons pas une vraie culture de la prévention. On en fait, mais on en fait mal. Mais
pour moi, elle va plus loin même que ce que doivent faire les médecins. On peut tous être un acteur de prévention. J'ai envie de prendre comme exemple la problématique des jeunes aidants, à mettre en parallèle avec les problématiques des aidants qui sont salariés. Dans ces deux cas, la stigmatisation qui existe encore aujourd'hui sur ces questions fait que ces jeunes aidants et ces aidants salariés vont se retrouver dans un monde de solitude, ne vont pas oser s'ouvrir aux autres, ne vont pas forcément oser demander un aménagement d'un côté de leur emploi du temps, de l'autre côté de leur temps de travail, et vont se retrouver encore plus anxieux et encore plus seuls. Et il y a des choses à faire, ne serait-ce qu'en éduquant les populations. La prévention, ce n'est pas effectivement que l'arrêt du tabac ou l'obésité, c'est aussi l'éducation de la population à certaines questions de santé. C'est quelque chose qui, pour moi, est absolument primordial. Et j'insiste sur la partie des jeunes aidants et des aidants salariés parce que ce sont deux sujets très larges et qui sont aujourd'hui très maltraités. Et il faut juste dire, pour en terminer à ce sujet, docteur Rossineau, qu'il y a beaucoup de gens qui sont heureux d'être des aidants ou alors plus exactement à qui cela a permis de donner un sens supplémentaire à leur existence. Oui, heureusement, toutes les histoires ne sont pas tragiques. On ne peut pas enlever le poids, entre guillemets, la tristesse d'accompagner un proche malade, parce que le proche reste malade et que peu importe les solutions qu'on proposera, bien sûr, la maladie restera là. Mais cela fait aussi évoluer, bien sûr, les relations. Alors, pour le meilleur ou pour le pire, ça dépend des cas. Mais heureusement, certaines personnes sont quand même heureuses et accompagnent ce proche, en particulier sur le vieillissement, passent plus de temps avec cette personne. Et oui, sont épanouis, mais je tiens à dire que avec toutes les problématiques qu'il y a aujourd'hui, c'est important de participer et de développer de nouvelles mesures quand même pour les accompagner. Bon, on l'a vu, Brigitte Dormont, de toute façon, on n'en a pas fini de parler de la santé avec ces 750 millions d'euros qui manifestement n'apaisent pas complètement, j'utilise un euphémisme, la colère des personnels de santé. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il y a un problème très urgent concernant les urgences. Et ce qui est annoncé comme mesure, c'est d'accélérer une réorganisation qui a déjà été ébauchée l'année dernière et on ne sait pas où ça en est. Donc, à court terme, il ne va rien se passer. Et alors que c'est ça qu'il faut faire. Merci Brigitte Dormont. Je rappelle que vous êtes professeure d'économie à l'université Paris-Dauphine, docteur Hélène Rossineau et dans Ces Invisibles aux éditions de l'Observatoire.